السلام عليكم. مرحبا بكم في القراءة الصوتية متواصلة لكتاب لا سوسيولوجي دو أنتوني جيدنز، الكتاب الذي قرأت منه عدة أجزاء في الحلقات السابقة وكنت أشرح باللغة العربية. سأستمر في القراءة دون شرح هذه المرة لأني أريد أن أختم الكتاب، وربما سوف أقدم حلقات بالفيديو لشرح ولتقديم ملخص للكتاب. Chapitre 4: Globalisation, expérience intime et politique. Parmi les œuvres plus récentes de Giddens, de Anthony Giddens, plusieurs portent sur les changements importants que connaissent nos sociétés depuis les années 1960. Changements qu'il désigne par les termes globalisation ou modernité tardive, late modern age, ou encore modernité radicale. Je vais partager cette publication en direct sur un groupe et je reviens pour continuer la lecture. Alors, d'accord. Alors, j'ai dit, parmi les œuvres plus récentes de Anthony Giddens, plusieurs portent sur les changements importants que connaissent nos sociétés depuis les années 1960. Changements qu'il désigne par les termes globalisation ou modernité tardive, late modern age, ou encore modernité radicale. Il s'agit en particulier de son livre Les conséquences de la modernité, publié en 1990, Modernity and Self-Identity, la modernité et l'identité personnelle, publié en 1991, La transformation de l'intimité, publié en 1992, Runaway World, publié en 1999, ainsi que l'article Living in Post-Traditional Society, publié en 1994. Par rapport aux questions traitées au chapitre précédent, ces écrits opèrent un double déplacement. Ils resserrent la période étudiée, non plus l'histoire longue de la modernité, mais bien l'histoire récente, relativement brève, de sa radicalisation. Ils déplacent partiellement l'objet d'étude. Giddens s'intéresse désormais moins aux questions macro-sociales, les rapports de classe, les formes de l'État, etc., qu'à celles qui touchent l'expérience quotidienne des individus, le rapport du corps, les relations intimes, l'identité, etc. Nous montrerons en quoi consiste ce processus de radicalisation de la modernité. Première section. Donc, dans la première section de ce chapitre, l'auteur va montrer en quoi consiste le processus de radicalisation de la modernité. Parce qu'on parle de ce qu'on appelle la modernité radicale. Nous décrirons ensuite comment il se manifeste au niveau de l'expérience quotidienne des individus. Deuxième section. Enfin, nous examinerons les apports de Giddens dans le domaine de la politique, apports qu'il lie au changement dont traite ce chapitre, troisième section. Donc la première section, la globalisation et le recul de la tradition. Giddens s'accorde avec bon nombre de praticiens des sciences sociales pour considérer que nous vivons depuis les années 1960 des changements importants et rapides, qui ne se limitent pas aux pays occidentaux, mais touchent toutes les sociétés de la planète. Ces changements sont désignés par les expressions société post-industrielle ou
Post-modernité. Plusieurs de ces termes évoquent des discontinuités, des ruptures. Giddens propose une interprétation qui, à l'inverse, insiste sur la continuité, mettant en avant l'intensification des influences qu'il avait déjà identifiées comme étant constitutives de la modernité et qui ont trait au rapport à l'espace et au rapport au temps. Le désenchâssement des relations sociales. Nous vivons dans un monde où l'espace des relations devient planétaire et où les influences s'exercent donc aussi à cette échelle. Des événements qui se produisent à un endroit du globe peuvent être conditionnés par d'autres, se déroulant à plusieurs centaines ou milliers de kilomètres. Les cas les plus évidents appartiennent au domaine de l'économie. Lorsque, par exemple, une région industrielle d'un pays émerge, connaît une prospérité croissante au détriment d'une région d'industrialisation plus ancienne. Où le coût des facteurs de production est plus élevé. Giddens relie ce phénomène d'étirement de l'espace aux changements qui se sont produits dans l'économie mondiale. Extension du commerce international et de l'échange des capitaux, pouvoir accru des entreprises multinationales, mais aussi de ce qu'on appelle les ONG, parfois au détriment des États-nations. Mais il insiste tout autant sur le développement des médias, en particulier de la télévision et plus récemment des moyens de communication électronique, qui pour la première fois dans l'histoire de l'humanité rendent possible les échanges instantanés d'informations d'un endroit de la planète à un autre. Ces communications ne se font plus à sens unique comme ce fut le cas pendant les premières phases de la modernisation avec l'expansion économique et militaire de l'Occident. Ce sont à présent des échanges multidirectionnels. Donc là, on va lire un encadré sur la globalisation et les pratiques alimentaires. La globalisation et les pratiques alimentaires. Giddens ne présente guère d'analyse empirique précise qui pourrait venir valider ces considérations générales concernant l'impact de la globalisation sur les relations et les pratiques sociales. Pour combler cette lacune, voici quelques données émanant de travaux relatifs à un des domaines concernés par ces hypothèses, celui des pratiques alimentaires. Ces recherches empiriques montrent qu'en matière d'alimentation, les influences venues de l'étranger sont bien réelles, mais qu'elles sont relativement anciennes et surtout qu'elles se modulent en fonction des habitudes nationales, des positions sociales ou encore de l'âge des consommateurs. L'exotisme apparaît dans le domaine culinaire au début du XXe siècle, en pleine période d'expansion coloniale, qui s'est accompagnée d'importants flux de produits alimentaires en métropole. Dès le début du XXe siècle, les produits en provenance des colonies se diversifient du fait des progrès dans les transports et bien des fruits exotiques, autrefois produits de luxe, sont aujourd'hui devenus des produits de consommation courante. Par la suite, certains flux migratoires ont pu nourrir l'attrait pour les cuisines étrangères. Tout d'abord, les flux des populations de migrants. L'exotisme chinois, en particulier, doit beaucoup au commerce et restaurants asiatiques. Ensuite, les flux de touristes, puissants moteurs de découverte à l'étranger de produits et de plats exotiques. La consommation de l'exotisme est socialement différenciée. Ainsi, les catégories aisées à la recherche de traits distinctifs s'intéressent plus et avant les autres aux exotismes lointains et mal connus
Puis ces pratiques se diffusent dans les autres catégories sociales. La consommation de la cuisine exotique est également liée au cycle de vie. Les adolescents se montrent par exemple particulièrement ouverts à l'exotisme comme forme d'expérimentation culinaire, leur permettant de se démarquer de la consommation familiale et de s'autonomiser. Enfin, si certaines cuisines exotiques se diffusent largement au sein du processus de mondialisation, on ne peut pour autant conclure à une uniformisation des goûts. Une même cuisine étrangère se prête à des réappropriations différentes selon les pays, en fonction des structures culinaires et des goûts nationaux. Dans ce cadre, mondialisation et attachement aux cultures culinaires locales ne seraient-ils pas les deux faces d'un même processus? Donc, source Régnier et autres, 2006. Ces divers facteurs détachent les relations sociales des lieux où se déroulent les interactions. Elles les désenchâssent, ils mettent les individus en contact avec d'autres distants géographiquement, ils les confrontent à des manières de vivre différentes, ce qui a des répercussions très profondes sur leurs existences quotidiennes. Ce mouvement de désenchâssement, donc l'auteur il utilise ici le terme désenchâssement. Il y a aussi, je pense, le terme de désenchantement. Ce mouvement de désenchâssement des relations va de pair avec le développement des systèmes abstraits. Ce terme recouvre deux choses. En premier lieu, des mécanismes d'échange, comme la monnaie. Celle-ci permet des transactions commerciales entre des personnes très éloignées qui, le cas échéant, ne se rencontreront jamais. En second lieu, la manière dont, dans notre vie quotidienne, nous nous appuyons continuellement sur des experts. Certes, ceux-ci ne sont pas toujours abstraits. Il nous arrive de les rencontrer, par exemple, lorsque nous rendons visite à notre médecin, mais le plus souvent, ils sont distants de nous et nous ne les verrons jamais. Pensons notamment à la confiance que nous accordons en permanence aux experts de l'industrie alimentaire pour les aliments que nous consommons, aux sociétés pharmaceutiques pour les médicaments auxquels nous avons recours, aux architectes et entrepreneurs pour les bâtiments dans lesquels nous vivons, aux ingénieurs pour les moyens de transport que nous utilisons, etc. Le recul des traditions. Si la modernité radicale se caractérise du point de vue du rapport à l'espace par un désenchâssement de l'individu par rapport au lieu où se déroulent les interactions, elle se caractérise de manière similaire du point de vue du rapport au temps par une libération, un dégagement par rapport à la tradition. Mais qu'est-ce que la tradition? Giddens revient sur ce concept qu'il a déjà abordé antérieurement pour en approfondir la signification. Il en énumère plusieurs caractéristiques. En premier lieu, la répétition. Ce qui fait qu'une pratique est traditionnelle, c'est qu'elle est reprise, répétée de manière régulière. La deuxième caractéristique est la présence de rituels qui entourent cette répétition et qui lui donnent un caractère sacré. En troisième lieu, la tradition permet au groupe, donc pour en approfondir la signification, il en énumère plusieurs caractéristiques. En premier lieu, la répétition. Ce qui fait qu'une pratique est traditionnelle, c'est qu'elle est reprise, répétée de manière régulière. La deuxième caractéristique est la présence de rituels qui entourent cette répétition et qui lui donnent un caractère sacré. En troisième lieu, la tradition permet au groupe de transmettre son expérience. Elle constitue une forme de mémoire collective. Quatrièmement,
La tradition engendre une forme de certitude qui ne laisse guère de la place aux alternatives et qui situe les fondements de l'action humaine en dehors des individus. Cinquièmement, ces certitudes de la tradition sont entretenues par des gardiens que sont les sages, les moralistes, les prêtres, etc., qui ont la tâche de diffuser, d'interpréter les vérités sacrées. En résumé, c'est donc le caractère répétitif, rituel de certaines pratiques qui les rend traditionnelles, ainsi que le type de vérité qui est, qui y est associé. Ce n'est donc pas l'ancienneté des pratiques qui est ici déterminante. Certains systèmes de pratiques, pensons notamment à l'application de la sharia, dans certains pays musulmans, Arabie Saoudite, Soudan, peuvent être qualifiés de traditionnels, dans le sens que l'on vient d'indiquer et ne dater pourtant que de quelques dizaines d'années. Pour, pour, pour être qualifié de traditionnel, une pratique ne doit pas non plus être tout à fait stable dans le temps. Les formes religieuses que nous venons d'évoquer ont connu en effet des évolutions sensibles. Parler de recul de la tradition, Sabah Nour Akhi. Parler de recul de la tradition, de détraditionnalisation, pour qualifier la période qui nous sépare des années 1960, peut paraître étrange. La lutte contre les traditions n'est-elle pas au centre du projet que se sont donnés depuis plusieurs siècles les acteurs de la modernité, philosophes, scientifiques, artistes, etc. Giddens admet que la modernité a combattu la tradition, mais il est aussi d'avis que ce combat n'a obtenu que des succès mitigés. Si une partie des institutions s'est modernisée, des pans entiers de la vie sociale sont restés traditionnels, notamment ceux qui relèvent de la vie familiale, l'éducation des enfants, les relations intimes, etc. Certaines professions sont également restées marquées par la tradition. Giddens prend l'exemple de la vie académique. On pourrait parler également des professions juridiques, médicales, militaires, etc. De plus, la modernité, tout en combattant certaines traditions, on a recréé d'autres. Giddens évoque ici les rites qui se sont mis en place pour célébrer les identités nationales, cérémonies et défilés militaires, drapeaux, rites qui entourent les déplacements des autorités publiques, etc. D'autres auteurs ont analysé les rites qui ont cours dans les entreprises modernes et qui ont trait aux procédures d'embauche, aux promotions, au départ à la retraite, aux réunions d'information ou encore aux fêtes. Giddens considère que les anciens Giddens considère que les sciences, qui ont pourtant partie liée avec la modernité, ont également recréé des traditions. Elles ont remplacé les dogmes par d'autres certitudes, fondées sur la connaissance et sur les observations. Donc Giddens considère que les sciences, qui ont pourtant partie liée avec la modernité, ont également recréé la tradition. Elles ont remplacé les dogmes par d'autres certitudes fondées sur la connaissance et sur les observations. La connaissance scientifique était censée supplanter la tradition, mais d'une certaine manière, elle en est devenue une à part entière. Voilà, donc là, normalement, la conscience scientifique était censée de remplacer la tradition, mais en vérité, elle est devenue elle-même une tradition. Bref, le monde moderne est resté pénétré par deux types de traditions, celles qui plongent leurs racines dans les sociétés anciennes et celles que la modernité a mises en place. Dans la phase de modernité radicale, ces formes de tradition s'effritent, se dissolvent sous l'effet de la globalisation. Elles ne sont plus que des repères parmi d'autres qui s'offrent à l'individu. Celui-ci ne perçoit plus son expérience comme commandée par des influences extérieures. Elle relève désormais de ses choix personnels. Avec le processus de
détraditionnalisation, la vie personnelle est devenue un projet ouvert, donnant lieu à de nouvelles exigences comme à de nouvelles inquiétudes. Donc ici, on voit que Anthony Giddens caractérise la société de ce qu'on appelle la société de la modernité radicale par un individualisme. Donc les gens, ils ont plus le choix qu'avant, en fait. Réflexivité et relations intimes. Giddens utilise le terme réflexivité pour caractériser la manière dont l'individu se comporte dans le cadre de la modernité radicale. Dans certains textes, il utilise d'ailleurs l'expression modernité réflexive comme synonyme de modernité radicale. La notion a ici un sens différent de celui qu'elle avait dans le cadre de la théorie de la structuration. Elle qualifiait toute forme de pratique sociale, quel que soit le contexte où celle-ci se déroule. Ici, la réflexivité renvoie à un contexte particulier, celui de la modernité radicale, dans lequel l'individu est continuellement amené à choisir entre telle ou telle pratique, entre tel ou tel projet de vie, en s'appuyant sur un grand nombre d'informations, de repères, de ressources réflexives. Les ressources réflexives. Quelles sont ces ressources? On retrouve ici les rituels traditionnels produits dans le cadre de la famille, du groupe religieux, de l'entreprise, de la sphère politique, dont on a montré qu'ils tendaient à perdre leur caractère de certitude pour devenir des ressources réflexives parmi d'autres. On retrouve aussi les systèmes abstraits, évoqués plus haut, en particulier les spécialistes qui interviennent dans les différents domaines, que ce soit l'alimentation, la santé, l'habillement, le logement, etc. Ils transmettent leurs analyses, leurs avis, leurs conseils via la presse, les magazines, les programmes de radio et de télévision, ou encore via Internet. Ils s'appuient généralement sur le développement des sciences. Celles-ci connaissent également des évolutions du fait de l'extension de la réflexivité. Dans le cadre de la modernité radicale, les scientifiques agissent moins qu'auparavant comme des gardiens des traditions. Que ce soit dans le domaine des sciences humaines ou dans celui des sciences naturelles, ils mettent moins en avant la certitude des savoirs. En revanche, ils se réfèrent davantage aux principes méthodologiques du doute. Les prises de position des scientifiques sont donc sujettes à révision sur la base de nouvelles idées ou à la suite de nouvelles observations. Giddens insiste sur le caractère divergent, voire tout à fait contradictoire, de ces ressources réflexives, pensant aux divergences de vues quant à l'efficacité des différentes psychothérapies, au débat concernant la manière de soigner certains maux physiques, comme les douleurs du dos, aux conflits opposant les tenants des différents types de régimes alimentaires ou encore aux divergences de vues entre psychologues et pédagogues quant à la manière d'éduquer les jeunes enfants. Les choix réflexifs que les individus sont amenés à poser concernent tout particulièrement leur corps. Celui-ci n'est plus un donné que l'on accepte comme tel. Nous portons aujourd'hui une attention toute particulière aux soins que requiert notre santé corporelle ainsi qu'à notre apparence physique. Notre corps fait continuellement l'objet de choix réflexifs, notamment en ce qui concerne notre alimentation par la pratique généralisée des régimes. Giddens étend d'ailleurs la notion de régime à d'autres comportements relatifs au corps comme la sexualité ou l'habillement. Tous ces domaines font l'objet de choix réflexifs. La procréation, enfin, fait également l'objet de décisions personnelles réfléchies suite à l'extension du contrôle des naissances
Nous y reviendrons plus loin, plus récemment au développement des techniques médicales de procréation assistée. L'identité personnelle. L'enjeu de tous ces choix concernant le corps, mais aussi les autres domaines de l'existence, logement, transport, etc., n'est pas uniquement constitué d'actes ponctuels séparés les uns des autres. L'individu cherche à établir une cohérence, ou, si l'on veut, une continuité entre ces diverses pratiques sociales. Giddens parle ici de style de vie, pour désigner le souci permanent qu'a l'individu de rendre consonnant les choix qu'il effectue dans les différents domaines que l'on vient d'évoquer. Il note aussi que l'individu s'exprime à propos de cette recherche de cohérence et de continuité qu'il en propose des récits. Giddens évoque ici la pratique de l'autobiographie. On peut supposer qu'il vise aussi d'autres formes de récits, telles que la tenue d'un journal personnel, le récit qu'on livre lors des échanges informels avec des proches, à l'occasion d'un travail thérapeutique, dans le cadre de groupes prévus pour débattre de tel ou tel enjeu qui vous concerne personnellement. On pense aux rencontres des Way Watchers, etc., l'écriture d'une œuvre littéraire, poésie, roman, etc., ou enfin la tenue d'un blog. Ceci nous conduit à la notion d'identité personnelle, self-identity. Il s'agit d'un concept qui synthétise, entre autres, les trois idées que l'on vient de développer. La première, celle de choix réflexif. La deuxième, celle de cohérence et de continuité. La troisième, celle de narration. Comme le montrent les définitions et commentaires qui suivent. L'identité personnelle ne se réfère pas principalement à la persistance du soi, dans le sens où les philosophes peuvent parler de l'identité des objets ou des choses. L'identité du soi présuppose une conscience réflexive. L'identité personnelle, en d'autres mots, n'est pas quelque chose de donné, résultant simplement de la continuité qui existe entre les systèmes d'action de l'individu. C'est quelque chose qui doit être créé et soutenu de manière routinière par les activités réflexives des individus. L'identité personnelle n'est pas à trouver dans les comportements de l'individu, ni même si ceci a son importance dans les réactions des autres, mais bien dans la capacité qu'a l'individu de tenir en permanence un récit. Dans le cadre des ouvrages présentés en début de chapitre, Giddens s'interroge longuement sur la place que prennent les relations intimes dans l'identité personnelle des individus contemporains. Il décrit les changements qui touchent ces relations qu'il relie aux transformations que l'institution familiale a connues depuis 2 siècles. L'évolution de la famille. Dans la société traditionnelle, la famille était essentiellement une unité économique. Chez les populations agricoles, tous les membres étaient associés à la production. Dans l'aristocratie, le mariage servait essentiellement à transmettre la propriété. L'inégalité des sexes était une donnée fondamentale de la vie familiale. D'un point de vue économique, les femmes étaient la propriété des hommes, mari ou père. Dans le domaine sexuel, une double règle prévalait, tolérance pour les relations extra-conjugales des hommes, exigence de fidélité pour les femmes. Elle avait pour fonction de maintenir la continuité du lignage et donc de l'héritage familial. La sexualité était commandée par la reproduction. L'absence de moyens de contraception efficaces avait pour conséquence qu'une part importante de la vie des femmes était occupée par les grossesses, les maternités et les soins à apporter aux jeunes enfants. L'homosexualité était condamnée, au moins dans la plupart des sociétés occidentales, comme une perversion contraire à la nature. Ce fonctionnement de la famille dans les sociétés traditionnelles a connu en Occident des évolutions importantes à la fin du XIXe siècle
et au début du XXe siècle. Elles ont conduit dans les années 1950 à une forme standard qui sert aujourd'hui de référence selon Giddens aux défenseurs de la famille traditionnelle. À ce moment, la famille n'est plus essentiellement une entité économique. Les progrès de l'industrialisation ont séparé le foyer de la sphère du travail. La propagation des idéaux de l'amour romantique a fait de la vie privée un lieu de soutien émotionnel et d'échange sexuel, introduisant entre les sexes une égalité relative de fait comme de droit, la tendance systématique à limiter les naissances, à libérer la femme de l'enchaînement des grossesses et des accouchements. Elle a également dissocié la sexualité de la mort si l'on tient compte du nombre des femmes qui antérieurement mouraient en couche et du taux très élevé de mortalité infantile. Et depuis quelques décennies, cette famille traditionnelle s'est décomposée au moins dans les pays occidentaux. Dans les faits, les ménages constitués d'un père qui travaille et d'une femme au foyer s'occupent des enfants du couple sont devenus de moins en moins nombreux. Ils coexistent au présent avec d'autres types de ménages, couples non mariés, personnes vivant seules avec des enfants, familles recomposées, couples homosexuels, etc. La famille traditionnelle a cessé aussi d'apparaître comme un modèle. Elle n'est plus traditionnelle dans le sens qu'on a attribué plus haut à ce terme. Aujourd'hui, ce ne sont plus la famille ni le mariage qui comptent, mais bien la relation. En particulier la relation de couple. Les individus ont par rapport à elle des exigences de communication émotionnelle et d'intimité. L'idée d'intimité, comme beaucoup d'autres notions familières, semble ancienne, mais elle est en fait très nouvelle. Dans le passé, le mariage n'a jamais été basé sur l'intimité et la communication émotionnelle. Or, aujourd'hui, la communication est la manière d'établir un lien et c'est également la raison majeure qui justifie qu'on le poursuive. L'idée de relation est elle aussi étonnamment récente dans les années 1960. Personne ne parlait de relation, on n'en avait pas besoin, pas plus qu'on avait besoin d'intimité et d'implication. À cette époque, le mariage était l'engagement. Dans ce contexte, la sexualité poursuit l'évolution qu'elle a engagée depuis le 19e siècle. La révolution sexuelle qui est en cours depuis les années 1960 se caractérise par deux éléments fondamentaux. La conquête par les femmes de leur autonomie sexuelle et l'épanouissement de l'homosexualité tant masculine que féminine. La sexualité est devenue aujourd'hui un domaine entièrement distinct de la reproduction, un domaine qui fait partie intégrante de l'identité réflexive des individus. La relation pure, il n'y a pas que la relation de couple qui connaît cette évolution. Giddens cite aussi les relations d'amitié ainsi que dans une mesure moindre les relations parents-enfants. Dans tous ces cas, les individus poursuivent un même modèle de relation, la relation pure, c'est-à-dire une relation sociale qui est entamée pour elle-même, ou plus précisément pour ce qu'un individu peut espérer tirer de son association durable avec un autre. Cette alliance ne se perpétuant que dans la mesure où les deux partenaires jugent qu'elle donne suffisamment satisfaction à chacun. La relation pure fait l'objet de renégociations continuelles entre les partenaires. Elle implique qu'ils ne se cachent pas l'un à l'autre, mais qu'ils s'exposent et qu'ils se livrent. C'est par le dialogue, la confiance et l'engagement personnel que dans la relation, l'engagement personnel, que la relation peut se mettre en place et progresser. Il s'agit de comprendre le point de vue de l'autre et de le respecter. La relation pure exclut donc le pouvoir arbitraire et la violence. C'est une relation entre deux personnes autonomes dans laquelle chacune a les mêmes droits et obligations. La relation pure donne lieu à un récit commun partagé par les protagonistes. Ce récit est étroitement relié aux propos qu'ils tiennent l'un à l'autre concernant leur identité personnelle respective. La relation pure occasionne aussi des difficultés toutes particulières.
En effet, elle repose exclusivement sur l'ouverture réciproque des partenaires et sur leur engagement. Elle ne tient plus sur des bases extérieures aux individus, comme c'était le cas pour le mariage dans le cadre de la famille traditionnelle. Chacun des partenaires peut décider d'y mettre fin avec ce que cela peut impliquer comme souffrance. La relation pure comporte donc une exigence de mise à découvert de la personne dans un contexte de forte incertitude quant à la poursuite de la relation. En analysant la manière dont Giddens présente la relation pure, on est tenté d'établir un parallèle avec ce qu'il dit de l'identité personnelle. Dans les deux cas, les références extérieures perdent de l'importance et laissent la place au choix réfléchi de l'individu ainsi qu'à son implication personnelle et à son engagement. Dans les deux cas, il est question d'établir une continuité dans le temps en cherchant à établir de la cohérence entre ses propres choix et pour la relation pure en négociant avec le partenaire. Dans les deux cas, enfin, il est question de produire des récits personnels dans le cadre de l'identité, récits partagés dans le cadre de la relation pure. Bref, la relation pure se caractérise par les trois idées de réflexivité, de continuité et de récit par lesquelles on a défini plus haut l'identité personnelle. L'individu selon Giddens. Plus de ressources que de contraintes. Giddens met en avant la capacité que possède l'individu contemporain de réfléchir ses choix, de définir son style de vie, de construire son identité personnelle, l'évolution des systèmes sociaux, la globalisation, le recul des traditions, etc., le pousse dans cette direction. Certes, ces conduites autonomes sont loin d'être généralisées. D'autres conduites marquées par la tradition ont parfois tendance à refaire surface. Néanmoins, à lire les ouvrages de Giddens mentionnés en début de chapitre, on ne voit pas quelles seraient les contraintes propres à la modernité radicale qui pèseraient sur l'individu et compromettraient ses possibilités de choix et de réalisation personnelle. Certes, dans ses écrits antérieurs de nature plus macro-sociologique, Giddens décrivait des institutions potentiellement très contraignantes, en particulier au chapitre 3, et les dimensions institutionnelles de la modernité, mais il n'insiste plus sur ces contraintes dans ses ouvrages plus récents. Une telle conception positive de l'individu contemporain tranche avec celle qui est mise en avant par d'autres sociologues. Ainsi, Robert Castle estime que la société actuelle a rompu le fragile équilibre entre promotion de l'individu et appartenance à des collectifs protecteurs qui caractérisaient ce qu'il dénomme la société salariale du milieu du XXe siècle. D'où la coexistence actuelle de deux types d'individualisme. L'individualisme positif, celui auquel on se réfère le plus communément, est le fait de ceux qui tirent partie des libertés acquises par rapport au collectif et qui engagent avec d'autres personnes des relations qui leur permettent de mener à bien des projets, de se réaliser, de se valoriser, etc. Mais émergent aussi des formes d'individualisation que l'on pourrait qualifier d'individualisme négatif, qui s'obtiennent par soustraction par rapport à l'encastrement dans des collectifs. Il est le fait des personnes qui vivent des formes d'insécurité ou d'exclusion liées à la disparition des collectifs. D'autres sociologues montrent que même les individus qui seraient prédisposés de par leur position sociale et culturelle à vivre l'individualisme positif dont parle Castle n'échappent pourtant pas à des contraintes qui limitent leurs possibilités de réalisation, notamment les contraintes qui prévalent dans les milieux professionnels. Ainsi, Nicole Aubert et Vincent de Goljac montrent que le culte de l'excellence qui s'est mis en place durant les années 1980 dans les grandes entreprises
privés et publics présentent des coûts élevés pour l'individu. Stress, décompression, brûlure professionnelle. Plus récemment, Danilo Martuchelli décrit les injonctions qui poussent les travailleurs à s'impliquer, à participer, à prendre des initiatives, alors que la plupart d'entre eux ne disposent pas des moyens qui leur permettent de résoudre les problèmes professionnels et personnels auxquels ils sont confrontés. Dans ces conditions, les échecs rencontrés ne peuvent qu'être intériorisés par le travailleur. Certes, ces auteurs analysent le domaine de la vie professionnelle. Certes, ces auteurs analysent le domaine de la vie professionnelle qui est plutôt absent des analyses de Giddens et dont on peut penser qu'ils posent aux individus des contraintes que ceux-ci rencontrent moins dans leur vie privée. Pourtant, les analyses de la vie familiale montrent que les contraintes y ont également leur place. Ainsi, un auteur comme Jean-Claude Kaufmann met-il davantage en relief les rôles hérités du passé et qui sont incorporés par l'homme et la femme. En particulier dans son analyse des petites guerres du couple, il montre que pour des raisons historiques et pratiques, les femmes ont plus de responsabilités domestiques que les hommes. Ils s'impliquent davantage dans la relation de couple à titre personnel. Ceci donne aux petits conflits conjugaux une forme particulière, où la femme, qui se trouve en première ligne par rapport aux tâches familiales et qui ont subi la charge mentale, montre davantage son exaspération à son partenaire, celui-ci qui adopte plus souvent le second rôle affiche de la décontraction pratique, l'esquive, voire la fuite. Dans sa théorie de la structuration, Giddens nous invitait à analyser les pratiques sociales comme des mouvements par lesquels les conduites individuelles structurent les systèmes sociaux et sont structurées par eux. Il nous paraît que dans ses analyses de l'individu contemporain, il prend peu en compte l'impact de ces systèmes, moins que d'autres sociologues que nous avons cités. Quand il le fait, c'est davantage sous l'angle des ressources qu'il s'offre à l'individu que sous celui des contraintes qui pèsent sur ses conduites. Le programme de travail de la théorie de la structuration nous semble donc réalisé ici de manière partielle et inégale. Nous reviendrons sur ce point dans notre chapitre critique. Giddens établit un autre parallèle, plus explicitement entre la relation pure et la démocratie. S'interrogeant sur l'évolution des relations intimes, il fut frappé par les similitudes qui se dégageaient entre le modèle de la relation pure et le modèle de la démocratie, tel qu'il prévaut dans la sphère publique. Les deux modèles valorisent l'idée d'autonomie, c'est-à-dire la capacité de réfléchir et de se déterminer par soi-même. Dans les deux cas, on vise à établir une relation entre des égaux à qui l'on reconnaît les mêmes droits et les mêmes obligations. Dans les relations intimes, comme dans celles qui prévalent dans la sphère publique, on cherche à s'écarter de la mainmise de l'autorité et de la tradition pour laisser la place au dialogue ouvert entre les parties et à la négociation. Ces similitudes conduisent Giddens à formuler l'hypothèse que les évolutions auxquelles nous assistons depuis quelques décennies dans le domaine des relations interpersonnelles sont très similaires à celles que nos sociétés occidentales ont connues avec l'avènement de la démocratie. Nous assisterions aujourd'hui à l'émergence d'une démocratie des émotions, qui étend à la vie interpersonnelle les acquis de la démocratie publique, alors que cette dernière était essentiellement portée par les hommes. Et pendant un temps, réservée à eux seuls, la démocratie interpersonnelle est surtout portée par les femmes, ainsi que par les homosexuels des deux sexes,
des deux sexes. C'est un processus moins visible, précisément parce qu'il ne se déroule pas dans l'arène publique, mais bien pour l'essentiel sur les micro-terrains des relations privées. Les pratiques sociales dans le cadre de la modernité radicale. L'identité réflexive, la relation pure, la démocratie des émotions sont autant de manières positives de vivre la modernité radicale. De même que au niveau de la vie publique, ce qu'on appellera plus bas la démocratie délibérative, qui mise sur la transparence des décisions et la négociation entre les parties en présence. Ces conduites ne sont pas les seules à se développer dans la société contemporaine. Giddens en décrit d'autres qu'il considère comme plus problématiques. Au niveau de la sphère publique, il s'intéresse au phénomène du fondamentalisme. Les fondamentalistes, on appelle à un retour aux textes de base, qui sont supposés être lus de manière littérale. Ils exigent que les doctrines dérivées de ce type de lecture s'appliquent à la vie sociale, économique ou politique. Le fondamentalisme redonne de la vitalité et de l'importance aux gardiens de la tradition. Eux seuls ont accès à la signification exacte des textes. Le fondamentalisme met en cause les principes de la modernité radicale. L'autonomie individuelle, la réflexivité, le dialogue, le refus du dialogue et l'insistance sur le fait qu'une seule conception du monde est possible et qu'on la possède est potentiellement destructeur dans un monde qui précisément repose de plus en plus sur ce dialogue. En niant ce principe du dialogue, le fondamentalisme ouvre la voie à la violence. Giddens accorde son attention à ce qu'il appelle la dépendance compulsive, les relations intimes où l'individu renonce à son identité pour vivre dans la dépendance de l'autre. La personne dépendante a besoin de l'autre partenaire et devient assujettie aux besoins de ce dernier pour assurer sa propre sécurité ontologique. Elle renonce en quelque sorte à construire un projet réflexif de soi et sacrifie du même coup son autonomie. Plus concrètement, la relation de dépendance compulsive se manifeste selon les cas, par l'absence de confiance dans le partenaire, par les pressions qu'on exerce sur lui pour le faire changer, par l'adoption de comportements très répétitifs dans la relation. Elle s'observe également dans le cas où l'individu souffre profondément de la relation, sans pour autant décider d'y mettre fin. À un niveau individuel, Giddens s'intéresse au phénomène d'addiction à l'alcool, aux drogues, au sexe, au travail, etc. Ils traduisent l'incapacité qu'éprouvent certains individus de réguler leurs pratiques par l'exercice de la réflexivité et de l'autonomie. C'est en fait à nouveau une forme de tradition qui est à l'œuvre dans ce type de conduite. Avec l'addiction, la dépendance compulsive ou encore le fondamentalisme, on a donc affaire à des pratiques qui se posent au fondement de la modernité radicale. Nous pouvons les mettre en regard de celles dont on a parlé plus haut, l'identité réflexive, la relation pure, la démocratie délibérative, elles en constituent en quelque sorte des opposés. Donc là, on voit un tableau, le tableau 4, qui représente quelques pratiques sociales dans le contexte de la modernité radicale. Niveau d'analyse, par exemple, individuel. Pratique qui respecte les principes de la modernité radicale, c'est l'identité réflexive. Pratique qui s'oppose aux principes de la modernité radicale, l'addiction par exemple. Au niveau interpersonnel, pratique qui respecte les principes de la modernité radicale, relation pure. Pratique qui s'oppose à ces principes, dépendance compulsive.
dans la sphère publique, pratique qui respecte les principes de la modernité radicale, démocratie délibérative, pratique qui s'oppose à ça, le fondamentalisme. Retour à la politique. Les changements liés à la modernité radicale, tels que nous les avons décrits en parlant de globalisation, de recul de la tradition, de réflexivité, ont des implications profondes dans le domaine de la politique. Quittant le champ de la théorie sociologique, c'est donc à la réflexion politique que Giddens consacre l'essentiel de ses écrits. À partir de la seconde moitié des années 1990, il s'agit assurément d'une réorientation importante. À première vue, on serait même tenté de parler de rupture puisque, outre les thèmes traités, c'est également la posture intellectuelle de Giddens qui se modifie. Il quitte en partie le point de vue de l'analyse pour adopter un point de vue plus normatif. Un examen plus attentif fait pourtant apparaître des points de continuité. Concernant les thèmes, on en rappellera les travaux importants menés par Giddens dans les années 1980 portant sur l'État, les relations politiques internationales, etc. Concernant la posture, on remarquera que dans le cadre des analyses de la modernité radicale, certaines notions telles que la relation pure, la démocratie des émotions, le fondamentalisme étaient déjà porteuses de valorisation tantôt positive, tantôt négative. Le passage du point de vue analytique au point de vue normatif était donc en train de s'opérer. Il se renforce avec les travaux proprement politiques de l'auteur. Ceux-ci sont présentés en particulier dans les trois ouvrages suivants. Beyond Left and Right, The Future of Radical Politics, 1994, The Third Way, The Renewal of Social Democracy, 1998, et The Third Way and Its Critics, 2000. Des extraits des deux derniers textes sont traduits en français dans un livre consigné en 2002 avec Tony Blair. La troisième voie, le renouveau de la social-démocratie. De nouveaux défis pour l'État-providence. L'État-providence, welfare state, a une origine ancienne qui remonte au XVIIe siècle. Toutefois, elle prend réellement forme au XIXe siècle. Sans l'effet d'influences diverses, l'action du mouvement ouvrier, certes, mais aussi la prise de conscience de la part de certains responsables politiques et industriels qu'il pouvait être avantageux pour tous de protéger les pauvres et les personnes sans emploi. L'État-providence se développe pleinement après la Seconde Guerre mondiale. Les populations avaient en effet expérimenté pendant le conflit qu'elles partageaient les mêmes risques et les mêmes souffrances. Par ailleurs, l'après-guerre voit de nombreux partis de gauche, socialistes et communistes, se renforcer et occuper le pouvoir. En conséquence, les politiques de l'époque sont fondées sur les deux principes portés par ces forces politiques. La direction centralisée de l'économie, d'une part, et la poursuite d'une plus grande égalité par la solidarité entre les classes et entre les générations de l'autre. Dans son livre The Third Way, la troisième voie, Giddens décrit les défis auxquels cet État-providence doit désormais faire face. Un premier problème est la montée de l'individualisme et la manière dont il affecte la solidarité qui était à la base des politiques égalitaires. Giddens discute des causes de cet individualisme contemporain. Il estime qu'il est fortement lié à l'État-providence lui-même, qui a créé de nouveaux droits, notamment celui de bénéficier d'une formation avancée, celui de s'épanouir dans le cadre d'une carrière professionnelle, etc. Cet individualisme ne signifie pas en soi un déclin des préoccupations altruistes, mais il exige de réinventer de nouvelles formes de responsabilité et de solidarité. Nous ne devons plus attendre tout de la collectivité,
il nous faut être davantage responsable de nous-mêmes, de nos choix et des conséquences de ceux-ci. Bref, un nouvel équilibre doit être trouvé entre responsabilité individuelle et responsabilité collective. Un deuxième ensemble de problèmes que l'État doit prendre en charge est lié au développement des sciences et des techniques et aux nouveaux types de risques qu'ils comportent. On retrouve ici des questions comme le développement durable, les manipulations génétiques, etc. Chapitre 3. L'État-providence avait mis en place des politiques censées réduire ou compenser des risques tels que le chômage, la maladie. Il doit désormais rencontrer les nouveaux types de risques, dont ceux que nous avons qualifiés plus haut de fabriques. Ces deux premiers défis nous semblent concerner les problèmes nouveaux que l'État doit prendre en charge, tandis que les trois autres défis dont nous parle Giddens ont plutôt trait aux instances, aux acteurs, etc. et plus largement aux conditions nouvelles dans lesquelles cette prise en charge doit être effectuée. Ainsi, un troisième défi tient au fait que l'État est fondamentalement affecté par le processus de globalisation. Début de ce chapitre, l'ouverture des économies a sapé les conditions qui rendaient possibles les politiques keynésiennes qui misaient sur la régulation de l'activité économique par l'État. Par ailleurs, on a assisté à l'émergence ou au renforcement des identités locales comme cela s'observe en Écosse, en Catalogne ou encore au Québec. Le pouvoir de l'État reste considérable mais nécessite des coopérations constantes avec d'autres instances, les entités politiques infranationales, les autres États, les instances économiques et politiques internationales, les entreprises transnationales, etc. On ne peut plus guère parler de gouvernement associé à un État, mais bien de co-gouvernance, dans la mesure où l'activité politique consiste désormais à réguler les interventions d'instances multiples. Quatrième défi, la prise en charge des problèmes affectés par ce que le sociologue allemand Ulrich Beck appelle l'émergence de sous-politiques. Beck, repris ici par Giddens, montre en effet que les changements sociaux globaux, comme la détraditionnalisation, la globalisation, le développement des technologies, des expertises qui sont liées, etc., ont amené divers acteurs à intervenir, en dehors des cadres politiques formels, par le biais de mouvements sociaux, d'associations, etc. Ils mettent en avant des problèmes spécifiques de pollution, de santé, de maltraitance, etc. Ils introduisent ainsi dans le débat public des enjeux qui étaient auparavant réglés par la tradition ou qui relevaient de la politique au sens plus classique du terme. Un dernier élément qui modifie la prise en charge des problèmes est l'évolution de la distinction entre la gauche et la droite. Dans le passé, une différence majeure entre les deux tendances politiques avait trait au rôle respectif de l'État et du marché dans la conduite de l'économie. Dans ce domaine, la faillite des régimes communistes et la globalisation des marchés font qu'il est devenu difficile pour la gauche de défendre une alternative au capitalisme. Tout au plus le débat gauche-droite en matière économique se poursuit-il sur la manière de réguler la logique du marché. Une autre évolution affecte la distinction gauche-droite en politique, l'émergence à côté d'enjeux plus traditionnels relevant de ce que Giddens appelle la politique d'émancipation, d'enjeux nouveaux qui ont trait à la politique de vie, la politique d'émancipation étant libérer les individus des contraintes qui pèsent sur leur existence. Il s'agit en d'autres termes de lutter contre les formes d'exploitation et d'oppression ou encore contre les inégalités. Cette politique émancipatoire n'a pas disparu aujourd'hui, mais l'agenda politique est de plus en plus occupé par un autre type d'enjeux, ceux qui ont trait au choix de vie que les individus sont amenés à poser dans le cadre de la modernité radicale. Les questions ayant trait à l'écologie, à l'importance accordée à la sphère du travail, à la manière de concevoir la vie de couple et l'éducation des enfants, etc.,
relève de cette politique de vie. En bref, alors que la politique émancipatoire concerne les chances de vie, la politique de vie concerne les styles de vie. Or, si la politique émancipatoire donne assez naturellement lieu à des débats gauche-droite, la politique de vie appelle des solutions nouvelles qui transcendent les oppositions traditionnelles. Elle exige de définir une troisième voie, third way. La troisième voie. Les défis que l'on vient de décrire amènent Giddens à définir de nouveaux principes, de nouvelles orientations politiques, qu'il désigne entre autres par les termes démocratie délibérative, politique générative ou encore troisième voie. Trois expressions qui ont clairement une portée normative. En proposant le terme démocratie délibérative, deliberative democracy, Giddens met en avant une exigence de transparence qu'il estime essentielle dans la sphère politique, mais aussi plus largement dans d'autres domaines de la vie sociale. Il s'agit de mettre en place des procédures qui fassent en sorte que les discussions qui précèdent les décisions, tout comme les décisions elles-mêmes, soient les plus claires, les plus transparentes possibles, de manière à ce que le résultat de ces décisions soit légitime aux yeux de ceux qu'elles concernent. La notion de politique générative, generative politics, est plus complexe. Elle intègre l'idée de transparence, mais contient également d'autres exigences. Elle implique que l'action politique soit de nature préventive, qu'elle anticipe les problèmes plutôt qu'elle ne s'attaque aux conséquences négatives qu'ils sont déjà occasionnées. Elle suppose également une décentralisation de l'action. Plusieurs acteurs doivent être associés et ils doivent disposer d'une grande autonomie. Pour ce faire, ils doivent détenir des ressources tant matérielles que mentales. Par exemple, en termes d'expertise, elle implique enfin, comme une de ses conséquences, que les acteurs développent entre eux un haut degré de confiance. Giddens prend différentes illustrations de ce qu'il entend par politique générative. Il traite par exemple des politiques menées en faveur des personnes âgées. Il se montre défavorable au système de la retraite à âge fixe. Il s'agit à ses yeux d'une mesure typique de l'État-providence qui met les personnes âgées dans une situation de dépendance matérielle et psychologique, alors que bon nombre d'entre elles désirent rester actives sur le marché du travail. Certes, certains souffrent de maladies et ou d'infirmités qui compromettent la poursuite d'une activité professionnelle, mais ces problèmes physiques sont en partie déterminés par des facteurs sur lesquels il est possible d'agir. Facteurs environnementaux, stress physique ou psychologique liés au travail, habitudes alimentaires, etc. Et Giddens plaide pour une politique plus souple où les personnes pourraient décider du moment où elles prennent leur retraite, où elles pourraient également choisir de bénéficier d'une partie de la somme qui leur est destinée en vue de réduire leur temps de travail. Tout au long de leur vie professionnelle, pour compléter leur formation, pour se consacrer à l'éducation de leurs enfants. Autre exemple de politique générative à un niveau international, cette fois, la question de la pauvreté dont souffrent les populations des pays du Sud. Giddens montre toutes les limites d'une approche qui se centre sur des mesures de réduction de dette ou de transfert financier des pays du Nord vers les pays du Sud. Il plaide pour que l'on soutienne des expériences menées par les groupes locaux, en particulier celles qui sont respectueuses des traditions, qui développent les solidarités et qui préservent un développement durable. En ce qui concerne la santé des populations du Sud, il suggère que les modèles autochtones soient encouragés. Ces initiatives reposant sur des expériences locales doivent, selon lui, se combiner avec la coopération entre États, entreprises et associations internationales. Enfin, Giddens propose l'expression troisième voie, third way, titre de son ouvrage de 1998. Contrairement aux deux notions précédentes qui portaient sur les modalités de l'action politique, c'est davantage des finalités dont il est question ici. La troisième voie se cherchait entre plusieurs couples d'opposés.
Le couple modernisation-conservatisme, d'abord, il faut certes soutenir la croissance économique, mais il faut aussi être sensible aux problèmes, notamment écologiques, qu'elle entraîne. De la même manière, il convient d'être attentif aux conséquences équivoques que peut avoir sur nos existences le développement scientifique et technique. Une certaine dose de conservatisme est de mise. Plus précisément, il y a lieu de s'inspirer ici du conservatisme philosophique, qui insiste sur la prise en compte de l'histoire, sur le respect du passé, notamment en matière d'environnement. Le couple, enfin, le couple individu-collectivité. Ensuite, la collectivité représentée par l'État doit poursuivre les objets d'égalité, de justice, bref, d'intégration des individus dans le collectif. Mais l'individu ne peut pas pour autant s'effacer, il doit rester porteur d'obligations, de responsabilités. On pourrait ainsi suggérer comme devise de cette nouvelle politique, pas de droit sans responsabilité. Le couple autorité-démocratie, enfin, le mouvement de détraditionnalisation dont on a fait état plus haut rend obsolètes les formes d'autorité qui se réfèrent à des institutions comme la famille, l'État, la nation, etc. Dans une société où la tradition et la coutume perdent de leur force, la seule manière d'établir l'autorité, c'est la démocratie. Le nouvel individualisme n'est pas forcément destructeur de l'autorité, mais celle-ci demande alors à être envisagée sur une base plus active ou participative. En conséquence, ce principe dans nos sociétés contemporaines devrait être pas d'autorité sans démocratie. Voilà, je viens de finir la lecture du chapitre 4. La prochaine fois, je vais lire le chapitre 5, l'œuvre de Giddens face à la critique.